D'être venus nombreux, on peut dire, et la jauge habituelle, même un peu plus. Et ça fait plaisir de se retrouver tous les mois, autant que possible. Alors, avant de vous présenter Camille Grosselin, que vous connaissez, je vous indique plusieurs choses. D'abord, cette séance sera dédoublée, enfin, on comptera 2 temps, l'exposé de Camille et le débat éventuel. Et ensuite, notre ami Serge Loupiac, qui est quelque part, qui est là, nous présentera l'université Edgar Morin. Alors, bien sûr, là aussi, je ferai un petit topo au début pour voir quel est le motif de réunir Edgar et Jean Jaurès dans ce contexte. Je crois qu'il y a beaucoup de raisons. Alors, la séance suivante, c'est le 26 mars, avec Patrick Clastre, qui est un grand spécialiste de l'histoire du sport, qui publie des chroniques assez régulièrement actuellement dans le monde. Ça va toucher aux Jeux olympiques. Alors, on m'a fait la réflexion que ça n'avait rien à voir avec Jaurès. Moi, je trouve que ça a beaucoup à voir. Parce que d'abord, c'est le temps de Jaurès. Les Jeux ont été créés en 1896, au moment où Jaurès était en train de décoller, on peut dire, au firmament politique. Mais ce n'est pas suffisant. Les Jeux olympiques sont une manifestation importante en faveur de la solidarité internationale, en faveur de la fraternité des peuples. C'est toujours ce qui a été affirmé, mais qui, bien sûr, n'a pas empêché les guerres et a été traversé par beaucoup de conflits que Patrick Clastre nous expliquera. Alors là, attention, le 26 mars, ça ne va pas avoir lieu ici, c'est pas possible, et lui ne pouvait pas prendre un autre jour que le 26 mars. Ça va se passer à l'université du temps libre de l'université Jean Jaurès, qui se trouve au 56 rue du Thor. Et c'est assez, la salle où nous officierons est assez difficile à trouver, mais on mettra des panneaux, on fera ce qu'il faut. Il faut traverser la cour et aller derrière le bâtiment central. Il y a un autre petit bâtiment qui appartient à l'université Jean Jaurès et dont on met à notre disposition pour cette séance et peut-être d'autres ensuite, une salle qui est un peu plus petite que celle-là, mais enfin qui est pas mal. Et alors, la troisième annonce dans les prochains jours, c'est la présentation par Gilles Gandard, président de la Société d'études jaurésiennes, de la collection des œuvres complètes de Jaurès, qui vient de se compléter par le tome 15, qui est intitulé « Guerre à la guerre ». Je crois que le thème de ce volume parle de lui-même, et ça va se faire en partenariat avec l'Institut d'histoire sociale de la CGT, et donc à la Bourse du Travail, salle Jean Jaurès, là vous ne pouvez pas le manquer, et c'est notre ami Alain Régal, ici présent, qui en est l'animateur de cet Institut d'histoire sociale. Alors je vous signale, alors là, en général, je n'aime pas parler de moi, pas beaucoup, enfin, parfois un petit peu, mais pas trop. Je vois que ceux qui me connaissent pouffent de rire. Eh bien, en tout cas, la chaîne Arte, la chaîne numéro 7, je crois, le 21 mars à 17h15, propose dans la série Invitation au voyage, c'est pas le seul thème, non, il y a 3 thèmes. Peut-être ça va être assez bref, je n'ai pas vu le montage. L'intitulé, c'est Le Midi de Jean Jaurès. Et avec Rémi Casals qui intervient dans ce film, nous avons participé à plusieurs prises de parole et prises de vue pour ce film. J'espère que ce sera réussi. En tout cas, merci d'avance de votre indulgence. Bon, voilà pour les annonces générales. Maintenant, je vais donner la parole à Camille Grosselin, qui est un jaurésien, je dirais, de longue date et qui a beaucoup œuvré justement pour les œuvres complètes, qui a participé, je crois, à plusieurs. Oui, au tome 16. Camille est philosophe et spécialiste aussi de la littérature, de
l'époque de Jaurès. Il a plusieurs fers au feu, je dirais, ou plusieurs cordes à son arc, comme on dit aussi, parce qu'il a joué un rôle dans les services diplomatiques de plusieurs pays, enfin toujours représentant de la France, mais dans des pays africains ou sud-américains, qui lui ont donné une vision internationale qui est évidemment très utile quand on s'intéresse à Jaurès, qui lui aussi s'est toujours attaché à coordonner le local et l'international à travers le national. Donc je crois que c'était quelque chose d'important. Et vous connaissez déjà Camille, qui a présenté son livre Jaurès, Oser l'idéal, que vous pouvez encore vous procurer aujourd'hui même, et on connaît tous la parole de Jaurès, aller à l'idéal et comprendre le réel, qui résume sa méthode d'action et de pensée aussi. Et je crois que c'est une bonne trouvaille d'avoir identifié et d'avoir relié l'audace, oser, et l'idéal qui doit évidemment nous animer. Alors je crois qu'il était important qu'une séance de temps à autre soit organisée à une réflexion sur l'actualité de Jaurès. En effet, beaucoup peuvent penser de façon fautive que nous sommes des gardiens du temple un petit peu, les conflits de dévotion à l'égard de Jaurès. Nous admirons beaucoup Jaurès, on essaie de s'inspirer de ses messages, mais je crois que son message n'est pas enfoui dans le passé. Son message nous parle toujours, aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voyons se multiplier non seulement les risques de guerre, mais les guerres, l'apôtre de la paix est d'actualité. Aujourd'hui, quelqu'un qui défendait l'égalité entre les hommes et les femmes, il est toujours d'actualité. Et quelqu'un qui a lutté de façon permanente contre les inégalités dans la société également. Donc, Jaurès est vraiment notre contemporain, et je pense que Camille va développer ces points à sa manière et avec tout le savoir là concernant Jaurès qui nous impressionne tous. Et donc, je vous laisse sans tarder la parole. Merci, cher Rémi, président de la Société des Amis de Jean Jaurès de Toulouse. Merci à vous d'être venu m'écouter et écouter à travers moi Jaurès. Je vous salue tous, toutes et tous. Une petite précaution, la plupart des citations sont référencées. Je les dirai peut-être pas toujours la source pour gagner un peu de temps. Sachez que je m'appuie beaucoup, notamment sur le dernier tome, 15, qui vient de sortir, Guerre contre la guerre, des œuvres de Jean Jaurès. Donc, beaucoup de citations vont se référer au début des années de Jaurès, hein, ce qu'il écrit dans la dépêche. Il a écrit jusqu'à la fin, bien sûr, mais aussi dans les années 1913-1914. Et tout ça pour montrer, en fait, l'unité d'une pensée qui n'est pas figée, qui est mobile et qui reste toujours fidèle à sa source. Alors, Jean Jaurès, un humanisme pour le XXe siècle. Je mets un point d'interrogation, mais vous verrez que je prends mon parti. Il n'y a qu'une race, l'humanité, écrivait-il dans la dépêche du 2 juin 1892. L'humanisme de Jaurès ne semble somme toute pas contesté. La question est plutôt de savoir en quel sens il est un humaniste et en quoi sa pensée peut nous guider pour construire l'humanisme du XXIe siècle. L'humanisme est une construction. Celui du XVIe siècle n'est pas celui du XVIIIe ou du XIXe siècle qui se présente sous un jour différent. L'humanisme du XXIe siècle, a fortiori, doit prendre en compte de nouvelles transformations scientifiques, techniques et sociétales avec des défis inouïs qui nous engagent pour le pire ou pour le meilleur. Différents, dira-t-on, et pourtant en un sens toujours le même,
relevant de la même inspiration ou aspiration. On peut comprendre l'humanisme comme le souci de l'être humain, reconnu dans sa dignité, où qu'il vive. L'humaniste croit au progrès possible de l'être humain. Il veut aider à ce que l'homme devienne une conscience libre et autonome et croit à la formation d'une conscience universelle. Et ça, j'y insiste. Jaurès a défendu l'idée d'égalité des droits pour tous les individus. Il a contribué efficacement à établir le principe de laïcité dans une république moderne. Il a dénoncé les discours et les politiques qui nourrissaient la division et la haine entre les nations. Il s'est levé pour dénoncer le génocide arménien. Il a prôné le dialogue et Rémi y faisait allusion, dans la résolution des différends internationaux et formé l'espoir d'une solidarité internationale, fondée sur des principes de justice, d'égalité et de respect mutuel. Tous les êtres humains, quelle que soit leur origine, leur religion, leur nationalité, partagent une humanité commune. Il n'y a, je cite, ni opposition de race, ni opposition de continent, mais partout sous des climats divers, avec des nuances diverses, des tempéraments physiques différents, partout la même humanité, à des degrés divers de développement, mais partout la même humanité qui monte, qui grandit et qui a le droit de monter et de grandir. L'humanisme de Jaurès se manifeste ainsi dans le souci pour la dignité de tout être humain. Il le conduit à ouvrir des espaces pour éduquer et émanciper chaque individu dans son travail et dans sa vie. Et la laïcité est le cœur vivant pour lui d'une société. Mais son humanisme se caractérise aussi par une intention soutenue vers l'universel, qui l'amène à penser les prémices d'une architecture pour la paix et à porter son regard vers l'avenir de l'humanité. Car pour lui, il y a, et je cite, c'est son expression, un besoin d'expansion vers l'universel, qui s'origine, dit-il, dans toute activité consciente, même obscure, je le dis. J'essaierai de faire apparaître le visage de l'humanisme jaurésien qui peut nous éclairer encore, oui, et nous encourager. Humaniste Jaurès, je réponds oui, mais à vous de juger. S'il reste même ici, selon le mot de Madeleine Rébériou, un inclassable. Alors, premier moment de mon exposé, vous en doutez, les fondements de l'humanisme de Jaurès. C'est d'abord les humanités. Il se trouve dans ce qu'on a appelé les humanités qui ont contribué historiquement d'ailleurs à fonder l'humanisme classique et qui s'appuyaient en partie sur la maîtrise du grec et du latin et en France, du moins sur les grands auteurs français. La soif de connaître de Jaurès l'avait poussé à vouloir apprendre aussi le sanskrit dans le prolongement de la souche gréco-latine. Jaurès, vous le savez, est resté toute sa vie un grand lecteur, lisant les journaux, mais aussi les auteurs classiques, grecs et français, allemands et anglais, faisant de ses compagnons les grands auteurs religieux, Dante, Hugo et Rabelais, oui Rabelais, dont il était membre de la Société d'études jaurétiennes. Et dans son intervention sur l'affaire Rochette, évoquée dans le dernier tome 15, à la Chambre le 13 avril 1914, il évoque les hommes, dit-il, dont sa modeste pensée a entretenu le génie aux heures de méditation solitaire, pensant à Eschyle notamment et à Shakespeare. Et dans le cercle de la culture classique de Jaurès, il faut bien sûr inclure la langue d'oc, qui est, comme Rémi Pech l'a souligné, la langue de son enfance, qu'il parlait et usait avec tact pour créer une intimité, entre guillemets, avec son éditoire paysan. La culture classique représente pour lui, je cite, le sens de la beauté, de la justesse, de l'ordre, de la mesure. Comme il disait le 1er octobre 1911 dans la revue de l'enseignement primaire et primaire supérieur. Eh bien, ce classicisme, Jaurès le voit aussi dans une France qui se tournerait, je cite, vers les élans supérieurs de pensée cohérente, d'action ordonnée,
d'expression vigoureuse et calme, de joie lumineuse. Fermez les guillemets. C'est cet idéal qu'il a cherché à introduire dans la défense de la République, qui est pour lui la lumière. Et dans la bouche ou la plume de Jaurès, la lumière, c'est plus qu'un mot. C'est une réalité et un idéal. Il a voulu élargir la République au domaine social et économique, car c'est dans ce cadre que cet idéal trouverait à s'épanouir encore. Il faut rechercher aussi ces humanités dans sa philosophie première. Je dis première un peu au sens d'Aristote, parce que c'est la métaphysique qui va lui ouvrir sa réflexion politique par la suite. C'est surtout dans sa philosophie qui lui fait un devoir d'agir pour transfigurer le monde que réside la source humaniste. Sa philosophie politique, je le disais, est fondée sur le socialisme démocratique porté par la République et la justice sociale, et la laïcité comme espace public, bien sûr, de liberté de dialogue, et aussi marqué par l'internationalisme comme présent et horizon. Horizon d'ailleurs quasi cosmique chez Jaurès, j'y reviendrai. Je ne développerai pas ici la métaphysique de Jaurès dont j'ai proposé, vous avez eu l'occasion, une lecture dans Jaurès aux idéales. J'en soulignerai seulement quelques traits essentiels. La philosophie de Jaurès s'est construite dans les années 1880-1892. La thèse principale sur la réalité du monde sensible est une méditation approfondie sur le monde et Dieu et le conduit à l'action politique fortifiée par une solide éthique de conviction. Et la thèse secondaire sur ce qu'on appelait les linéaments du socialisme allemand, ou les origines, si vous voulez, écrite en latin selon les règles d'alors, prolonge cette métaphysique par une recherche sur les principes du socialisme dégagés de penseurs aussi différents que Luther, le théologien, Kant, Fichte et Hegel. Et le troisième étage de la maison théorique, eh bien, n'a pas pu être bâti. Il eût été celui d'une sorte de traité politique, peut-être à la manière de Spinoza. Mais on en trouve des pousses fraîches dans ses conférences, ses discours innombrables ou ses études de fond. Je voudrais commencer par souligner ici l'originalité de sa conception du monde et de Dieu par rapport à celle de Spinoza. Ce n'est pas parce que Spinoza n'est cité que 3 ou 4 fois dans la thèse de 1892 qu'il faudrait sous-estimer son importance aux yeux de Jaurès. Ne reconnaissait-il pas dans la petite République du 31 octobre 1901 avoir tenté de concilier le panthéisme idéaliste de Spinoza et le panthéisme réaliste de Hegel? Pour Spinoza, pour faire court, l'immanence de Dieu et du réel peut conduire à une forme d'athéisme, ou du moins de rejet catégorique des religions révélées. La négation d'un Dieu transcendant permet d'accéder à Spinoza à la véritable religion, qui est l'amour de l'universel. Pour Spinoza, tout ce qui est en Dieu. Être athée sans Dieu est donc impossible pour lui sur le plan de l'ontologie. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pour Spinoza, il faut avoir l'amour de ce qui est comme de Dieu. C'est là pour lui la vraie religion. Jaurès, lui aussi, rattache le réel à Dieu, mais en le référant à l'apôtre Paul, en Dieu nous vivons. Jaurès, comme Spinoza, délie Dieu et le monde des religions. Le principe d'un Dieu transcendant le monde est cependant ruiné avec Spinoza, alors que pour Jaurès, Dieu est à la fois immanent et transcendant. Spinoza, encore une fois, rejette un Dieu qui serait la valeur suprême de tout, en surplomb de l'humanité. Jaurès rejette, lui, seulement la vision d'un Dieu dominant. L'affirmation de Jaurès, en Dieu nous vivons, qu'il reprend dans sa thèse, est plus profonde que l'identité de nature de Spinoza, Dieu ou la nature. C'est la même chose. Immanence et transcendance ne s'opposent pas chez Jaurès, mais au contraire se signifient l'une l'autre. Pour lui, le monde recueille l'être divin
en même temps que le monde se déploie par intermédiaire de cet être. Autrement dit, le monde est contenu en Dieu, ou Dieu contient le monde, comme vous voulez. Ça exprime pour lui une même réalité. Mais Dieu, qu'il appelle aussi l'acte infini, est bien en dehors, pour Jaurès, et supérieur au monde, qu'il appelle la puissance infinie. Et puis ce qu'on a appelé l'esprit des Lumières, et que revendique Jaurès, ce long et profond mouvement de libération et d'éveil à la conscience, a pour lui ses racines dans ce qu'il appelle l'infini de l'être. Quand je vois la lumière, écrit Jaurès, je touche le fond même de l'univers. Cette métaphysique du sensible est aussi la source, et je vais insister, de son antidogmatisme et du droit à la critique illimitée qu'il revendique. L'antidogmatisme de Jaurès s'est illustré dans sa critique de l'autorité de l'Église catholique, mais aussi dans sa liberté de jugement et d'action au sein du Parlement et des organisations socialistes. Une page de la réalité du monde sensible, très peu connue, jamais citée, illustre le fondement de l'antidogmatisme de Jaurès. Je le cite. « Un monde réduit à la ligne serait qu'un monde de contraintes théologiques, où il n'y aurait de choix qu'entre l'esclavage du bien et la révolte radicale, le mal absolu. La ligne sans largeur ni profondeur ne représenterait que la sécheresse d'un dogmatisme intolérant. Il ne faut donc pas que la ligne idéale, suivie par l'univers, ne puisse jamais se confondre avec une ligne mathématique quelconque, et que la loi vivante d'harmonie, d'amour réciproque, de vérité et de bonté puisse être figurée par un tracé géométrique. Il faut pour cela, poursuit-il, que les êtres puissent s'échapper en des directions innombrables et que l'axe du monde ne soit que la résultante idéale et oscillante de libres et innombrables mouvements. L'image de la ligne et de la perpendiculaire n'apparaîtra plus, mais la philosophie qu'elle sous-tend restera, comme dans la séance du jeudi 3 mars 1904, consacrée à la suppression de l'enseignement congrégatiste, où il proclame le droit de la personne humaine à la liberté illimitée des pensées et des croyances. Souvenez-vous de son discours sur l'enseignement laïque, prononcé le 11 février aussi 1800, un peu avant, bien sûr, 95, où il prône la liberté souveraine de l'esprit en ces termes inoubliables, cette idée que l'humanité dans l'univers est une grande commission d'enquête, dont aucune intervention gouvernementale, aucune intrigue céleste ou terrestre ne doit jamais restreindre ou fausser les opérations. Cette idée que toute vérité qui ne vient pas de nous est un mensonge, que jusque dans les adhésions que nous donnons, notre sens critique doit toujours rester en éveil, et qu'une révolte secrète doit se mêler à toutes nos affirmations et à toutes nos pensées. Que si l'idée même de Dieu lui-même se dressait, visible sur une multitude, le premier devoir de l'homme serait de refuser l'obéissance ou de le traiter comme l'égal avec qui l'on discute, mais non comme le maître que l'on suit. Et dans l'article en 1901, il renouvelle encore cet argument sur l'antidogmatisme en disant « Ni la nature, ni la mort, ni la vie ne sont immobiles. Ce ne sont pas des problèmes figés, tracés une fois pour toutes par la main de l'homme sur le fond de la nuit, comme des chiffres tracés à la craie sur un tableau noir. Ce sont des problèmes qui se transforment avec la réalité elle-même. L'immobilité et l'arbitraire sont l'essence des dogmes et la négation même de l'univers, qui est une évolution infinie soumise à des lois. Eh bien, cet esprit critique, enraciné dans sa philosophie première, éclairé, sera revendiqué dans ses diatribes avec l'Église catholique. Sa vision du socialisme aussi est une marque de son humanisme. Il fait du socialisme non pas un concept exclusivement sociologique, économique, scientifique, mais un concept que j'appellerais spirituel. C'est l'idée que l'humanité peut être mue par autre chose que des appétits matériels et de consommation, mais par un idéal de vie et de travail, une éthique au sens d'Aristote, d'une vie libre, fondée sur la raison et l'émotion, apte à des tâches infinies et ouverte à l'infini.
Le socialisme n'est pas pour lui un achèvement, mais c'est un commencement. La responsabilité immense du socialiste pour Jaurès est d'arracher l'humanité à la limitation dans laquelle un système inique, le capitalisme, l'enferme, pour l'éveiller à une conscience plus large, à la fois planétaire et cosmique. La théorie de Marx ne permet pas pour Jaurès une explication globale de l'existence du monde en évolution, car elle ne fournit pas une métaphysique capable de saisir le monde dans sa profondeur. En parenthèse, il reconnaît la plus-value, il reconnaît l'analyse marxiste du travail. En hegelien, Jaurès croit au développement historique des valeurs spirituelles et sa pensée inclinée à la formation d'une université nouvelle qui conserve les acquis de l'œuvre spirituelle du passé. C'est en cela qu'il est hegelien. Il décèle dans les avancées de l'utopie intellectuelle et ouvrière, d'où son intérêt pour tous les utopistes, les trajectoires possibles pour une œuvre de réforme, une œuvre de transformation. Alors maintenant, dans le deuxième moment, je vais voir l'application de cet idéal d'humain, comment le réaliser. D'abord, au niveau national, c'est bien sûr et avant tout la République. Jaurès a défendu la République qu'il ne séparait pas de la démocratie comme un idéal politique fondamental, permettant bien sûr la participation active des citoyens à la prise de décisions politiques dans l'égalité des droits, etc., et le respect des libertés. Ce qu'on a appelé son réformisme et sa méthode d'action inscrite dans le cadre démocratique. Prôner des réformes politiques, économiques et sociales graduées pour améliorer la condition de vie des travailleurs, des fonctionnaires et de tous enfants. La République, en sa forme démocratique, c'est le régime qui permet les transformations de la société, car il fait appel au dialogue et à la raison. Il instaure une réparation ininterrompue de la société. La République, écrit Jaurès, n'est pas un dogme, elle est avant tout une méthode pour obtenir la plus haute efficacité possible de toutes les énergies humaines dans la plénitude de la liberté. Elle sera donc logiquement au cœur de la visée éthique et socialiste de Jaurès. Le dialogue et la raison, encore une fois, sont les deux colonnes de son action. Il écrit ainsi dans la revue de l'enseignement primaire supérieure en 1908, « Les sociétés humaines marchent encore à tâtons. Les fonctions économiques s'accomplissent automatiquement, inconsciemment, comme beaucoup de fonctions physiologiques. Un immense effort de science, de statistique, d'enquête permanente sera tous les jours plus nécessaire à mesure que l'esprit humain et la conscience humaine, lassés de subir la réalité sociale, prétendraient à la diriger selon la raison et la façonner selon la justice. » Il fait donc Jaurès de la discussion raisonnée un moyen privilégié pour résoudre les conflits et promouvoir une société apaisée. La recherche du compromis s'inscrit logiquement dans la méthode d'action de Jaurès et à ce titre devient une vertu démocratique. Jaurès était profondément attaché à l'idée de pluralisme politique, intellectuel et social. Il était prêt à écouter, à débattre, à prendre en compte les voix différentes pour enrichir sa réflexion. Quand il était à la tribune, il ne baillait pas aux corneilles, il ne regardait pas, l'iPhone il n'en avait pas, mais il suivait attentivement ses adversaires. Il l'écoutait. Jaurès a vu dans le pluralisme une source de vitalité intellectuelle et un moyen de renforcer la démocratie en permettant une participation plus large et inclusive. Et le journal L'Humanité, quel bel exemple, dont le titre traduit à la fois l'esprit d'ouverture et la visée universelle, en est une belle illustration. La laïcité, bien sûr, elle est le principe fondamental de la séparation entre l'État et la religion organisée. Elle garantit l'indépendance de l'État par rapport aux dogmes et aux prescriptions religieuses, permettant ainsi la coexistence pacifique des différentes convictions religieuses et philosophiques. Démocratie et laïcité sont
deux termes identiques, écrit-il. L'éducation laïque favorise l'épanouissement individuel en encourageant une réflexion indépendante et fournit les outils pour comprendre le monde. Elle pratique une tolérance qui n'est pas passive mais active et elle participe à apaiser les consciences. Ce n'est pas par la violence, écrit-il, ce n'est pas en écrasant brutalement dans les cœurs meurtris, il fait référence aux religieuses, la fleur mystique des croyances passées que nous voulons affranchir l'esprit humain, mais, ajoute-t-il, par la douce propagande de la raison. La douce propagande de la raison. La pratique de la laïcité est une condition de l'ouverture libre des esprits vers ce qu'il appelle l'infini ou l'univers mystérieux. Le devoir de l'État, dit-il, c'est de développer dans tous les enfants, cette force naturelle de conscience et de raison qui est commune à tous. Ça, c'est le côté cartésien de Jaurès. Car cette âme humaine porte en soi, dit-il, des lueurs d'infini. Son engagement pour la promotion de la laïcité comme valeur phare de la République a ainsi partie liée avec l'éducation. L'éducation, le socialisme de Jaurès, c'est vraiment une libération, au sens fort de l'Ancien Testament. Libérer l'individu du joug de l'aliénation formée par les injustices sociales et les inégalités, comme par la chape des dogmes. L'éducation est essentielle à la formation de citoyens actifs, conscients de leurs devoirs, je n'insiste pas. Pour Jaurès, elle ira cependant au-delà de l'acquisition de connaissances simplement professionnelles ou académiques, en préparant pour lui à la vie éthique et politique. On reconnaît la connivence avec Aristote qui est son maître en philosophie. Il y a véritablement une puissance au sens aristotélicien de l'éducation chez Jaurès. C'est la raison pour laquelle il s'est attaché à promouvoir la valeur de la culture auprès des instituteurs. La littérature, les arts et les sciences humaines, dont il était un observateur attentif dans la dépêche et dans la revue de l'enseignement primaire, étaient essentiels à ses yeux pour nourrir l'esprit, élargir les horizons et favoriser la compréhension des différentes facettes de la condition humaine, de son évolution, mais aussi de sa permanence. L'éducation, donc accessible à tous, est un droit fondamental que doit garantir l'État pour permettre à chaque individu d'avoir les mêmes capacités, au sens d'Amartya Sen, cet économiste prix Nobel de développement personnel. C'est pourquoi il encourage les syndicats et les coopératives ouvrières à faire leur apprentissage, je cite, du gouvernement du travail par lui-même. Il fait du socialisme lui-même une éducation, je le cite, pour une humanité supérieure. La justice sociale, c'est une condition tout aussi essentielle pour permettre à chaque individu de développer son potentiel humain et de vivre dignement. Dans un article intitulé « La patrie de M. Demain », ce catholique social de droite, dans l'Humanité de septembre 1905, il relève que ce que la contre-révolution déteste dans la volonté de paix internationale fondée sur la justice sociale, c'est l'affirmation du suprême du droit humain. Il assimile le socialisme à la réalisation complète de l'individu. Le but, dit Jaurès, c'est l'affranchissement de tous les individus humains. Il ajoute aussi que cette réalisation se fait avec autrui. Vivre en autrui, écrit-il, est la vie la plus haute. Et s'il le fallait, Jaurès choisit plutôt, vous le savez, la solitude que la contrainte, plutôt l'anarchie que le despotisme. Et si dans l'ordre social, écrit-il en 1895 dans la revue socialiste, nous ne rencontrons pas la liberté, nous ne pouvions pas marcher, chanter, délirer même sous les cieux, respirer les larges souffles et cueillir les fleurs du hasard, nous reculerions, etc. Plutôt la solitude avec tous ses périls que la contrainte sociale, plutôt de l'anarchie que le despotisme, quel qu'il soit. Enfin, les droits de l'homme. C'est pour lui affirmer la force du droit, sa puissance, encore une fois, pour faire respecter la force humaine. Durant l'affaire, il n'hésita pas à bousculer la réticence de ses camarades
pour s'engager dans la défense du capitaine Dreyfus. On n'est pas tenu pour rester dans le socialisme, dit-il, de s'enfuir de l'humanité. Il veut supprimer la peine capitale en 1908 pour laisser passer, dit-il, l'espérance humaine. Belle expression. Son engagement relève de 3 raisons. D'abord, une fidélité à sa métaphysique, qui fonde la dignité de l'être humain, encore une fois, dans l'infini. C'est ensuite la vérité en action, qui est pour lui la justice sociale. Il faut chercher la vérité et la dire. Et enfin, c'est une lutte contre les pouvoirs arbitraires de l'institution politique, militaire, voire religieuse. Jaurès s'est montré toujours vigilant sur l'exercice des libertés individuelles et collectives. Il s'opposera aux lois scélérates entre 1893 et 1894 et dénoncera les violences policières et patronales. Les droits de l'homme chez Jaurès s'inscrivent donc dans une philosophie qui souligne la dignité de chaque homme et le besoin de justice sociale, et s'applique dans la défense des valeurs républicaines et démocratiques. Et cet humanisme ne se sépare pas de l'égalité, l'égalité de la liberté, et veut porter la justice à une échelle globale. J'en viens donc à, pour le moment, l'universalisme de Jaurès, qui est l'expression de son humanisme. Il s'exprime dans son engagement, bien sûr, pour la paix, la solidarité internationale et le dialogue culturel. Mais auparavant, je voudrais introduire ce que j'appelle les 2 horizons de l'humanisme jaurétien et sous lesquels seront placées son action internationale. La justice en est la grande inspiratrice, je l'ai dit, elle cherchant à réconcilier l'émancipation individuelle avec ce qu'on peut appeler le bien commun. La justice, dit-il, il a ce mot, c'est une sommation, un appel qui va au-delà d'une application politique mécanique. C'est un devoir-être qui relève directement de son éthique, ressort puissant de révolte, fondé sur la compassion, l'empathie, mais voulu par la raison. Dans une conférence prononcée à Buenos Aires en septembre 1911, sous le titre « La force de l'idéal », Jaurès met en parallèle ce qu'il appelle la force ascensionnelle de la vie et la force ascensionnelle de la justice. Et le 4 octobre, toujours en cette conférence, il parle de la véritable richesse qui ne diminue quand on la divise, la richesse humaine, la richesse produite. Et il parle de l'élargissement des horizons de justice, de lumière et d'espoir, et de la paix humaine qui, pour lui, est la seule divinité qu'il vénère. C'est par et pour elle que je lance toujours ce cri d'espoir et de douleur. Le sentiment de justice et l'exigence de justice sont donc au cœur de sa philosophie. La jonction du réel et de l'idéal, leur fusion se fait précisément par la justice. Tout effort, éclaira-t-il, vers la justice est une prise de possession de Dieu. Elle est une puissance qui forme le réel. Il y a, vous l'avez souvent cité, dans la justice une étincelle divine qui suffira à rallumer tous les soleils dans toutes les hauteurs de l'espace. La justice, je le répète, pour Jaurès, c'est la vérité en action. Elle irradie toutes les dimensions, car elle est en un sens la fille de l'avenir. Le cosmopolitisme, bon, c'est une notion sur laquelle il faudra peut-être faire une conférence un jour, caractérise son universalisme. Jaurès, pour humaniste qu'il soit, a une vision cosmopolitique de l'avenir de l'homme. Le fondement de cette perspective se trouve toujours dans sa métaphysique, car pour lui, si l'homme peut entrer, je le cite, dans la communauté sociale, il peut entrer aussi dans la communauté de l'univers. L'œuvre humaine s'inscrit dans une plus ample destinée pour que, je le cite, la Terre soit dans l'espace un joyau de lumière, de force et de douceur. L'homme doit se tourner vers le mystère du monde et l'interroger. Ce n'est qu'affranchi que l'homme pourra s'associer l'univers. Et le socialisme, pour Jaurès, veut que l'univers tout entier soit l'horizon familier de l'univers entier, de l'humanité entière. Jaurès a foi donc en l'humanité, en sa capacité
de rayonner sur l'univers par l'esprit comme par la force, par la bonté comme par l'audace. C'est ainsi qu'il n'hésite pas, lors d'un discours à la Chambre, pourtant consacré aux questions de fiscalité, c'est en 1899, a indiqué la vocation cosmique de l'humanité. L'homme, écrit Jaurès, en recevant du socialisme le droit absolu à la pensée libre et un droit indestructible de propriété, l'homme peut entrer dans la communauté de l'univers. Il ne risque, dit-il, ni d'être absorbé, ni de se dissoudre. Il est prêt à collaborer à une œuvre toujours plus lointaine et plus haute. Mais il reste, et ça c'est important, un centre autonome de pensée et d'action. Il peut affronter la puissance de la communauté humaine et le mystère du monde. Il est à jamais impénétrable à toute force d'oppression ou de dissolution. Mais l'homme demandera toujours à l'univers, comme aux hommes, le respect de sa liberté intérieure. La politique, vous voyez, pour Jaurès, comme dans l'éthique d'Aristote, elle est première. Elle est avant les autres sciences. Elle est primordiale parce que c'est elle qui commande l'orientation humaine dans le monde et dans l'univers. Elle est bien une cosmopolitique. Toujours dans cet universalisme, ce qu'on appelait le dialogue culturel. À l'universalisme de Jaurès se rattache la promotion du dialogue interculturel. Jaurès intègre à sa réflexion, vous le savez, les civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Il reconnaît très tôt la grandeur de la civilisation arabo-musulmane dont il fait l'éloge. Il est attentif aux évolutions dans cette partie du monde. Il pressent que tous ces peuples, de l'Afrique à la Chine, en passant par le Japon et l'Inde, veulent, selon son expression, leur large place au soleil. Et c'est dans son discours des 19 et 20 décembre 1911, où il dénonce à propos du Maroc l'action internationale des capitaux, la politique des traités secrets, les horreurs de la guerre. Il montre sa connaissance du monde musulman dans ses différences et ses évolutions. Il prévient le réveil musulman. Partout, dit-il, sur la planète, le monde musulman s'agite et s'émeut. Il prend conscience de son unité. Les questions liées à l'assimilation forcée, à la suppression des identités culturelles, étaient déjà d'actualité et le préoccupaient, comme aujourd'hui. Et reconnaître la pluralité des expériences humaines et rechercher l'invariant qui peut transcender les frontières culturelles et nationales, c'est ce que fait Jaurès, et c'est là son universalisme. L'engagement pour la paix est bien sûr aussi une autre expression. On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre, écrivait-il en 88 dans la dépêche. Et en novembre 1913, il défend à la Chambre une motion proposant que la France réclame, je cite, l'arbitrage intégral pour tous les conflits. C'est déjà le rêve d'une société des nations. Il appelait à un agrandissement pacifique du domaine de l'humanité. Il voulait faire se lever une force morale, une conscience universelle, capable de repousser la guerre et menacer les puissants d'une grève générale révolutionnaire. C'est en ce sens que Jaurès, avec Vaillant, furent les partisans de la grève générale pour que le prolétariat organisé fût un appel à tous les hommes. Homme humain, dira-t-il, dans ce pathétique appel à tous les vivants, qu'il fait le 21 juillet 1914 à Bruxelles, à l'occasion de la réunion extraordinaire du bureau de l'Internationale socialiste. Nous ne connaissons, dit-il, qu'un seul traité, celui qui nous lie à la race humaine. L'arbitrage international est donc un moyen de paix, car Jaurès pensait qu'il existait des forces de paix dans le capitalisme et qu'il fallait ne pas les négliger et les capter pour renforcer les chances d'éviter la guerre. Jaurès a été vice-président du comité interparlementaire et international constitué à Bâle le 31 mai 1914. Le président en était Paul d'Estournel de Constance, un diplomate, homme politique qui a été prix Nobel de la paix en 1901. Il était alors sénateur radical. Jaurès est attentif à l'idée de créer un arbitrage entre les nations et
d'instaurer un tribunal international à l'Haï. La force d'une nation, c'est le droit, disait-il. Le seul allié sûr d'un grand peuple, c'est le droit, et la conscience est la seule lumière qui n'égarera point les nations. Sur le volet international de l'action de Jaurès pour la paix, je vous invite à lire l'article qu'il avait rédigé début juillet 14 pour une revue argentine et qui, retrouvé après sa mort, fut publié dans l'Humanité les premiers 2 octobre 1914. On le trouve dans le dernier volume qui vient de paraître des œuvres de Jean Jaurès. Fidèle à l'esprit de sa philosophie, qu'il avait retraduite dans sa célèbre conférence de 1894 sur l'idéalisme matérialiste dans la conception de l'histoire, il explique que le socialisme fait appel à l'instinct de la vie et à l'idéal d'une vie supérieure, avant de développer ensuite comment le Parti socialiste apporte un plan, je cite, précis de conduite diplomatique, d'organisation de paix. Ajoutant, parler de l'arbitrage international pour tous les conflits serait vain si on ne savait, et ça c'est important, de quels principes de droit doivent s'inspirer les arbitres. Jaurès a prôné la coopération des peuples et des nations. L'heure, dit-il, est venue pour les nations modernes de mettre un terme à la barbarie de la paix armée, en concluant des traités d'arbitrage intégral et des ententes économiques fondées sur le respect de l'activité de tous les peuples et sur les respects des droits et des indigènes de tous les continents. La solidarité de l'être qui est dans sa philosophie trouve ici sa traduction dans sa philosophie politique pour prévenir les conflits et travailler, je le cite, c'est son expression, à l'aménagement de la planète et à la justice sociale et cesser, je cite encore Jaurès, de surmener et épuiser l'univers. C'est dans la dépêche du 22 juillet 1914 que l'on trouve ces expressions qui résonnent aujourd'hui. Et le grand problème aujourd'hui de l'humanité, c'est bien sûr celui des déplacements massifs de population par la guerre, la misère, le changement climatique, et j'en passe. Jaurès avait, dès sa prise de conscience du problème colonial, maintenu une attention et une préoccupation pour les mouvements migratoires. Et durant son voyage en Argentine, il avait été frappé par les heurts entre les ouvriers et les Turcs. Et fidèle à sa méthode, comprendre d'abord et agir, il cherche les voies du droit et de la justice pour faire face à ce qui est à des yeux un grave problème. Il avance parmi les solutions l'idée, par exemple, d'un salaire minimum pour tous, l'assurance chômage et la liberté d'organisation pour les étrangers. Il n'est pas resté dans les nuées, Jaurès, il a été dans le concret. Alors, je terminerai par ce troisième moment, l'humanisme de Jaurès face aux enjeux du XXIe siècle. Je commencerai par le lien que Jaurès fait entre l'idéal socialiste et la franc-maçonnerie, avant d'interroger la pertinence de l'humanisme aujourd'hui. Jaurès et la maçonnerie. Une question affleure les lèvres concernant le thème de l'humanisme. Pourquoi Jaurès, qui côtoyait nombre de maçons, dont certains furent ses camarades, comme Marcel Samba, Arthur Groussier, qui était un des auteurs du Code du travail, n'a-t-il pas rejoint les colonnes maçonniques? Jaurès fait référence à l'idéal maçonnique à de rares exceptions, comme dans l'histoire socialiste où il commente la pensée de Lessing. Pour Jaurès, la réponse me semble sans ambiguïté. Engagé sur nombreux fronts, accaparé par de multiples tâches, il n'en avait pas le temps. Mais plus fondamentalement, c'est mon point de vue, la fermeture des loges à l'espace public lui aurait posé un problème de conscience politique et de conscience tout court. Il reconnaissait que le socialisme, et donc lui-même, et la maçonnerie pouvaient se rencontrer autour de valeurs et d'idéaux. Et la méthode maçonnique, fondée sur une démarche initiatique et incorporant des rituels, l'en aurait sans doute éloigné. Il dira cependant, dans le discours qu'il prononça au palais du Trocadéro le 16 décembre 1906, je le cite, « Entre la franc-maçonnerie et le socialisme, il y a non pas identité, mais il y a affinité.
Cela se passait dans le cadre d'une matinée-conférence organisée par un groupe de loges socialistes au profit du journal L'Humanité, et s'était placé sous la présidence de Marcel Samba et Adrien Mélier, qui étaient tous deux députés et membres du Grand Orient de France. Il faut s'en tenir là. Je n'en dirai donc pas davantage sur ce sujet, mais ce que dit Jaurès dans ce discours de circonstance est intéressant, vous allez voir, pour la question qui nous a occupé ce soir, sur l'humanisme. Jaurès commente Corneille, il y a eu une représentation avant de Nicomède, de Corneille, et il souligne le rapport intime entre l'individualité et l'humanité. Je cite Jaurès. C'est cette leçon d'individualité s'affirmant dans la communication avec l'humanité élargie que moi, socialiste, je me plais à retenir. Il dit le besoin, la nécessité, devant la disproportion accablante entre toute cette étendue d'humanité, de faire effort, je cite Jaurès, pour nous ressaisir, pour nous concentrer, pour nous organiser nous-mêmes et pour rentrer en communication avec l'univers sans perdre l'intimité profonde de notre pensée et de notre énergie. Vous voyez donc que ce moment-là, autre qu'Adhéron en 1906, il est aussi fidèle à ce qu'il disait et ce qu'il a dit sur ce point. Il insiste sur l'importance aussi d'avoir une méthode de liberté. Tous les mécanismes de liberté seraient inefficaces, dit-il. Tous les moyens de revendication seraient vains si nous ne gardions l'exercice passionné de la pensée, si nous ne tâchions de devenir et d'être tous les jours davantage des êtres pensants, des penseurs libres, non pas selon une formule étroite, mais dans toute l'ampleur d'une méthode de liberté. Aucun domaine de la pensée ou de l'action ne saurait échapper à la critique. Il réclame une critique totale, et c'est dans cette conférence du Trocadéro d'Euro qu'il cite, je l'avais rappelé la dernière fois, pour nous, ni dans les hauteurs, ni dans les profondeurs, ni sur les sommets où ont lieu autrefois les révélations divines, ni dans les profondeurs de souffrance où gémissent les hommes, nulle part il y a une question réservée. Il y a un dogme auquel nous disons on ne touchera pas à toi. Liberté complète de critique pour le capital comme pour Dieu. Mais sur le fait religieux, vous allez voir, Jaurès se montre plus ouvert et nuancé que Jules Ferry, futur ministre bien sûr, et maçon, Jules Ferry disant aux maçons qu'il y avait deux choses, Jaurès le cite, à combattre, le mysticisme et la frivolité intellectuelle. Le mysticisme a représenté pour Jaurès l'exaltation de la vie intérieure, cherchant à s'unir à ce que la vie de l'univers a de plus haut et de plus ardent. Donc, loin de lui de dégrader les plus hauts sommets du mysticisme. L'objet de la maçonnerie est donc pour Jaurès de combattre le dogmatisme, je cite Jaurès, d'autorité et la frivolité intellectuelle. Il explique une idée qu'il a déjà développée à plusieurs reprises dans ses articles et qui ressort directement dans sa thèse. L'Église catholique, pour lui, est habituée à agir sous la concentration arbitraire de l'autorité. Et c'est pour ça que, selon Jaurès, elle est condamnée, elle s'est séparée des sources de vie et de liberté, et elle va se dissiper dans l'étendue d'un régime de liberté. On n'est pas loin des thèses de sortie de la religion, de ce point de vue de Jaurès. Autrement dit, il ne suffit pas de vouloir abattre le dogmatisme religieux et de laisser subsister le dogmatisme social pour Jaurès. Pour Jaurès, il est temps de concentrer les forces sur le problème social. Tournez la page, circulez, on est sur le problème social. Il affirme sa méthode du réformisme en acte qui consiste dans cette combinaison, ça c'est des formules de Jaurès que je trouve très, très fortes, cette combinaison d'idéalisme et de technicité, de philosophie générale et de savoir pratique. Enfin, il aborde la question de la paix et de la guerre. Jaurès y affirme son engagement, je l'ai dit, pour l'arbitrage international. Il y revient là. Et le désarmement concerté. Il insiste aussi pour préparer dans cet temps une armée qui soit le peuple lui-même capable de défendre contre tous ses ennemis sa liberté et son espérance.
Et il conclut sur ces deux forces qui favorisent le développement du socialisme, la force de la pensée libre, la force du travail qui se révèle. Donc vous voyez, les arguments de cette conférence collent avec ce que j'ai développé précédemment pour montrer son humanisme, son humanisme. Vous voyez donc Jaurès a puisé dans la maçonnerie ce qui rencontre ses propres combats et aussi sa pensée profonde. Recherche et critique illimitée, méditation sur l'homme et sur le vaste univers. On notera donc le bémol avec la conception de Ferry sur la spiritualité, car Jaurès n'aime pas les explications réductrices. Et je vais terminer, je vous rassure, en m'excusant d'avoir été peut-être un peu long, l'humanisme en question. Au XXIe siècle, l'humanisme peut-il être encore défini comme un courant de pensée qui met l'accent sur la valeur et la dignité de l'individu, tout en promouvant la recherche du bien commun. L'humanisme des siècles passés a été marqué par des changements majeurs, bien sûr, dans la pensée, l'art, la science et la société, et il s'est manifesté seulement sur quelques coins du globe. C'est l'Italie, la Renaissance, la France et quelques autres pays. Le respect de la dignité inconditionnelle de chaque être humain demeure pourtant aujourd'hui toujours au centre de notre préoccupation humaniste. Mais l'humanisme aujourd'hui doit se mesurer, je l'évoquais en introduction, aux problèmes communs à l'humanité, la pauvreté, toujours là, les inégalités sociales encore plus criantes, malgré les réductions, impactées par les changements climatiques, générant des mouvements migratoires et des conflits d'un type nouveau, sur l'eau, les matières pour les technologies d'avenir, la gestion de l'espace orbital, on y est, hein, le pouvoir de l'espace, et ça y est, ces enjeux et ces défis colossaux vont interagir sur l'évolution des droits humains, qui eux-mêmes incluent désormais une gamme bien plus large que ce qui avait été des défis de droits et de problématiques que celle des droits de l'homme, stricto sensu, LGBT, les droits de la nature, enfin un élargissement considérable, qui ne sont pas d'ailleurs sans poser des problèmes et de nouveaux conflits, de nouvelles batailles. Les avancées technologiques rapides, ultra rapides, les progrès de l'intelligence artificielle soulèvent des questions éthiques et sociales cruciales, terribles. L'IA offre un potentiel immense pour résoudre des problèmes complexes, bien sûr, et faciliter notre vie quotidienne. On s'en sert tous les jours. Cependant, elle soulève des préoccupations quant à l'emploi, la confidentialité des données, la prise de décision autonome, son utilisation dans le domaine de la santé, de mon espace santé, de libre, enfin bref, de la sécurité, de la justice reste préoccupante. Les décisions prises par les machines ne conviendront-elles pas aux valeurs fondamentales de l'humain? Que deviendront la valeur même du travail humain et de la responsabilité morale? Bref, quelle sera la place de l'homme dans un monde de plus en plus automatisé et de plus en plus hyper connecté, et en même temps le paradoxe, de plus en plus seul? Les avancées dans le domaine de la génétique et de l'épigénétique, les progrès des neurosciences remettent en question notre compréhension de la nature humaine. Qu'est-ce que l'homme? L'homme neuronal, machine, esprit. Elle soulève des débats sur l'augmentation des capacités humaines et la possibilité de manipuler notre identité biologique. Ces développements dont le transhumanisme s'empare soulèvent des questions éthiques redoutables et introduisent des inégalités d'un autre type, plus considérables encore, peut-être que celles que nous avons connues. La prise de conscience de l'interconnexion du vivant commande aussi, et ça, c'est la pensée de Jaurès, d'anticiper l'impact de nos actions sur les générations futures et aussi sur les autres espèces. Une vision de la solidarité et de la responsabilité universelle et pour l'avenir, je pense au philosophe Jonas et la responsabilité de l'avenir, s'impose ainsi qu'une approche globale de la justice sur la planète. La pensée de Jaurès, selon moi, nous dit aussi ce qu'il faut retenir de l'esprit des Lumières et de la spiritualité dégagée encore une fois de tout homme,
qui en ressort, en sortant d'une rationalité trop anthropocentrique, pour envisager une relation nouvelle de l'humanité avec le vaste univers. Une relation décomplexée des illusions religieuses et aussi des illusions scientifiques. Bon, j'insiste pas. L'humanisme de demain, plus que jamais, regarde vers l'universel. Et Jaurès, sur ce dernier point, il nous parle, il a à nous dire, il peut nous inspirer, il peut nous encourager. Il nous enseigne à considérer que l'humanisme n'est pas une conception figée, non, ce n'est pas un truc des anciens, des vieux schnocks, il doit évoluer pour, selon sa formule, comprendre le réel que Rémi citait en introduction et aller à l'idéal. Oui, différent d'une époque, bien sûr, à l'autre, et demain encore différente, et pourtant, toujours le même qui fait lever des hommes et des femmes. Alors, en conclure, si on peut conclure là-dessus, ça ouvre tellement de questions. Jaurès, je dirais que c'est une pensée de raison ouverte au vent de l'esprit, une pensée tournée vraiment vers l'universel, à l'écoute du battement du monde pour guetter l'espoir, guetter aujourd'hui, et repousser la désespérance, la répartition des richesses produites et la préservation des biens communs, l'accès à l'éducation, aux soins de santé, l'extension et la protection des droits de la personne humaine, le devenir de la démocratie, l'édification d'un droit international fondé selon cette expression que je trouve admirable, le pluralisme ordonné de Mireille Delmas-Marty, qui nous a quittés hélas, sont parmi bien d'autres défis d'actualité. Son message de Jaurès, dans un monde qui se droitise, voire, pardon du néologisme, se totalitarise, est clair, maintenir les conquêtes de la civilisation humaine. Maintenir les conquêtes de la civilisation humaine. La démocratie reste une fleur fragile qui nécessite de notre frein. M'excuse de l'expression, je ne savais pas que le Premier ministre l'emploierait, je l'avais écrit, mais je la conserve. Avons-nous vraiment, nous, réussi à faire, selon la belle expression de Jaurès, amitié avec la démocratie? S'interrogeait Jaurès. Eh bien, mes amis, pas si sûr. Son idéalisme est un réalisme fondé sur la conviction profonde que l'humanité, riche de la diversité humaine, est capable de progresser et de s'améliorer dans tous les domaines de la vie, sociale, politique, économique, culturelle et même spirituelle. L'engagement raisonné pour les causes justes a caractérisé sa vie politique et militante. Le courage, le refus de la violence, toujours au profit de la recherche du dialogue, de la pensée juste, forte, le sang-froid nécessaire, comme il titrait dans un de ses, hélas, derniers articles. Et j'ajouterai la bonté même. De tout cela et de bien d'autres vertus que vous connaissez, il n'a pas manqué. Il est resté, pour moi, un humaniste dans l'action, comme il est resté un paysan cultivé, convaincu que l'amour de la justice, de l'égalité et de la solidarité est une force motrice puissante pour porter les individus à édifier une société meilleure et tourner selon, ce sera encore le mot de Jaurès, son expression, vers ce qu'il appelait le vaste monde, le vaste univers. Ben, merci, désolé d'avoir été peut-être un peu long. Vos applaudissements pour vous avez été conquis par la capacité de synthèse de Camille qui a réussi à travers l'humanisme et ses différents aspects à réunir finalement toutes les actions et les pensées de Jaurès pendant les 3 décennies où il a été présent dans les problèmes qui se sont posés à ce moment-là et qui parfois recoupent beaucoup ce qui se pose à nous. Et donc, je pense que vous avez peut-être des questions à poser ou des choses à apporter, enfin, des pensées personnelles à mettre en avant dans
finalement, nous conduit à un certain optimisme, puisque la valeur du progrès de l'humanité est toujours maintenue à l'ordre du jour, celle de la démocratie aussi. Et donc, il ne faut pas lâcher pied, il ne faut pas lâcher prise à des petits nuages noirs qui s'amoncellent parfois au-dessus de nous. Il y a des micro-baladeurs, mais moi je ne bouge pas. Et pour le moment, personne n'a levé le doigt. Moi je voudrais te poser, enfin, c'est pas une question, tu l'as abordé tout à fait à la fin de ton propos en parlant de la bonté et de la générosité personnelle de Jaurès. Je crois que cette vertu de donner l'exemple et de se mettre à la portée de ces mandats de tous les citoyens, c'était quelque chose de fondamental et c'est quelque chose qui est parfois oublié par les politiques actuelles et qui aboutit à une certaine désaffection et parfois à des jugements faux sur le mandat politique ou la nécessité de faire la politique. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait mettre en avant dans les débats, puisque cela manque et ça peut déboucher sur l'abstention massive ou sur des votes aberrants, parfois. Oui, tout à fait, je partage bien sûr ça. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot bonté chez Jaurès, comme je pense l'avoir montré à travers cet exposé, par rapport à son humanisme, sa philosophie. Maintenant, il faut voir que, je vais y venir, nous ne sommes pas des adorateurs de Jaurès, on ne peut pas aimer ça. Jaurès est un combattant, c'est aussi un homme de combat, il était très défendait ses convictions, il ne se laissait pas. Mais il avait toujours le respect, y compris de l'adversaire, y compris l'adversaire le plus violent, il écoutait. Et ce que tu disais, c'est quand même aujourd'hui, hélas, ça manque cruellement, c'est que c'était un grand leader, un grand intellectuel, que ce soit devant des ouvriers ou des paysans, s'il parlait, comme tu l'as souligné, Langlois, c'est pour créer cette intimité. Il se mettait à sa portée, mais il ne les rabaissait pas, il les élevait. Les gens, quand ils l'écoutaient, ils sortaient, ils disaient, mais on a l'impression d'avoir tout compris. Il les élevait. Donc, il n'avait pas de prétendue supériorité. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est rare d'avoir été un homme qui a pu être un leader du monde ouvrier, on peut dire aussi, du monde paysan, et qui a été ouvert. Encore une fois, l'humain, on parlait d'humanisme, Jaurès s'adresse à tout homme, pas une catégorie. Pas parce qu'il reconnaissait la lutte des classes et on va rajouter des nuances, on ne va pas lancer un débat sur Marx. Attention, quand j'ai dit que pour Marx, pour lui, Marx c'est aussi une métaphysique, mais à la fin, en 14, il avait lu Rosa Luxembourg, il connaissait l'accumulation du capital et tout. Il a des articles qui sont très nets là-dessus. Il faut quand même faire dire ce que je ne veux pas dire. Mais pour lui, c'est un peu court comme explication du monde. Voilà, c'est tout. C'est réductionniste. Voilà. C'est plus proche d'un Gramsci ou d'autres auteurs. Bref, enfin, c'est un autre. Oui, tout à fait. La bonté, c'est. Et c'est pas une bonté béante, c'est La présence. C'est la présence. Mais vous dites rien. Alors, je voudrais. Oui, sinon, parler fort. On t'entend. Non, je voulais juste dire qu'il y a un domaine aussi, je pense que tu as exploré aussi, Camille, c'est l'intérêt de Jaurès sur la question sensorielle du corps, qui est souvent méconnue, qui travaille dans son expression philosophique, qui étudie et qui l'exprime avec une poésie extraordinaire, notamment dans sa réflexion sur sa relation avec la nature. Et il a des pages absolument extraordinaires, instinctives, charnelles avec la nature, et ce qui le fait aboutir à un certain nombre d'éléments qui font aussi peut-être partie de cet humanisme du XXIe siècle, cette
sensibilité avant-garde à l'écologie, au vivant, à l'univers qui ne fait pas seulement qu'un mot philosophique, mais un mot ressenti. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. J'avais d'ailleurs, enfin, dans le précédent livre, Jaurès écrivain abordé ça. Je l'avais fait aussi dans ma thèse et aussi dans un. Je parlais avec Gérard quand j'avais 20 ans, j'avais écrit dans l'ours. Mon première étude sur Jaurès, c'était l'espace et les sensations, une sensation poétique du monde. J'avais écrit dans l'ours. Et d'ailleurs, on m'avait à l'époque interrogé l'écologie, parce que je pensais, alors on ne peut pas dire que Jaurès n'est pas écologique, mais c'est vrai qu'il y a une sensation très vive de la nature. C'est un homme de la lumière. Je pense que dans l'article qui est en vue, là, que vous découvrez peut-être, j'en parle, c'est un homme de la lumière et oui, il vibre de la nature, donc il y a une sensibilité. Et quand je parle quand il parle du monde, quand il parle de l'univers, oui, il y a un souci. Et ces phrases sont extraordinaires. J'ai trouvé là, arrêtons d'épuiser l'univers, aménagement de la planète, ben, ça résonne. Mais il ne pouvait pas être écologiste au sens où ça n'existait pas. D'abord, parce qu'à l'époque, tous les socialistes et lui-même, c'était un productiviste. Ça ne peut pas être autrement. Mais alors, on anticipe peut-être la liaison qui sera faite tout à l'heure avec le projet d'Edgar Morin, mais enfin, il a fait d'Edgar Morin, mais Jaurès, la complexité, pour lui, la réalité, la mer, elle passe à travers les mailles du filet, hein, comme il dit son image. Donc le réel est complexe. Il n'aime pas ce qui est réductionniste, Jaurès. Il cherche la complexité dans les relations humaines, dans la réalité est complexe, dans un projet de loi qu'on fait. Voilà. Je cherche à trouver une issue pour le problème. Alors l'idée qui m'est venue, c'est dans le train, parce que dans le Ouigo TGV, on est comme on est recroquevillé dans un avion, on n'a pas grand chose à faire. Oui, c'est ça. Donc j'ai pensé, je parlais de cosmopolite, j'en parle dans mon bouquin, ça mériterait tout un travail, peut-être je ferai une conférence ou un article, parce que ça lié avec évidemment l'humanisme Jaurès ou son universalisme. Mais ça a du sens par rapport à sa conception de l'histoire. Il est aussi historien. Ça a du sens par rapport à deux textes, j'excuse ces références du philosophe allemand Kant, l'un qui est 1994, qui est une idée universelle du point de vue cosmopolitique. Et l'autre, beaucoup plus connu, qui est de 1794, son projet de paix perpétuelle. Il parle de ça. Et alors ça serait intéressant de regarder Jaurès du point de vue de sa philosophie, c'est différent de, comme j'ai souligné, il n'est pas, enfin, c'est pas Kant, mais par rapport à l'histoire, à la recherche qu'il a fait, par rapport à sa vision politique, par rapport à ce que j'ai pu évoquer, enfin, voilà un chantier qui n'a pas été exploré, qui pourrait intéresser les philosophes ou ceux qui s'intéressent simplement à la pensée de Jaurès, des historiens, voilà. Comme quoi, vous voyez, Jaurès, quand on le lit, on découvre toujours des choses. Alors vraiment, je vous invite, le dernier tome, là, qui vient de paraître, le tome 15, Guerre à la guerre, franchement, lisez-le. Vous allez voir. Alors, il n'y a pas que les textes sur la guerre, hein, parce que c'est... Bon, alors, je n'en dis pas plus. Mais, bon, c'est formidable. Jaurès, ça vous requinque. Moi, j'avais vraiment une crève, elle passait une mauvaise période en santé. Comme disait Arélie, le tome est arrivé, je me suis mis dedans. C'est le meilleur fortifiant. Hein. Bon, c'est un bon tuyau. C'est mieux que ou autre chose. Bon, on va passer à la deuxième partie. J'ai oublié quand même de vous dire que ici, le mois de juillet, on va essayer de trouver une séance pour François Cantier, qui est le président mondial des avocats sans frontières, et qui pourrait faire une séance évoquant la figure de Badinter.
qu'on parle uniquement de la peine de mort, mais il n'y a plus que ça, et François sera à même de faire ça. Je vous dis d'autres choses aussi. À Castres, il y a tout un programme il y a une exposition, il y a des conférences, je vois Assad qui en fait une également, Rémi Casas et moi-même, le 29 mars, je vais vous parler de Jaurès Paysan, qui est un peu mon dada, en fait, comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, j'ai oublié aussi de dire que si vous voulez des timbres, si vous voulez payer votre cotisation, on a eu un petit tassement du nombre des adhérents, il faudrait quand même rectifier. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie, et je demanderai à Pascal et à Serge de venir s'installer ici. Alors, on a déjà abordé un petit peu le sujet. Jean Jaurès et Edgar Morin. On peut dire que l'un et l'autre sont des penseurs universels et forçant leur respect, ce sont des géants de la pensée. Mais je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que ce sont des gens attentifs au monde qui les entoure. Ils ne sont pas confits de pensée abstraite, absconse, mais ils essaient de transformer le monde qui les entoure. Moi, je pense qu'il est bon que ici à Toulouse, puisque nous avons les Amis de Jaurès, ça, il y a plusieurs associations d'Amis de Jaurès, et la nôtre est la plus belle, la plus dynamique, la plus possible, tout ça, c'est vrai. C'est le Chauvin, hein, c'est comme le stade toulousain, je peux dire, constamment. Eh bien, aller là et trouver des convergences avec des associations qui sont voisines finalement par leur préoccupation. S'il y a une association qui cultive l'humanisme, c'est bien l'université Edgar Morin, qui existe depuis quelques mois et qui réunit autour de son président Pascal Rogero et son secrétaire Serge Boupia à l'université du Capitole, toulousain, régulièrement, tous les mois, une journée entière, le samedi, pour traiter différents thèmes. Le point de départ a été d'ailleurs une conférence de Carmona qui a connu un succès extraordinaire, j'ai eu le bonheur de l'assister. Et nous sommes tous heureux encore d'avoir la présence de cet homme qui doit avoir bientôt 103 ans et qui a toujours en train de produire, d'écrire, de penser et de s'ouvrir. Alors donc, maintenant, je laisse la parole à nos amis. Juste, Denis, avant qu'on prenne la parole, si tu permets, je sais que tu as une relation personnelle avec Edgar. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? J'ai connu Edgar Morin dans je dirais, le contexte de la réunion annuelle de Blois. Je ne sais pas comment qualifier, c'est un salon du livre historique. De l'histoire. Et oui, voilà, de l'histoire. Je cherchais le titre, excusez-moi, et bon. Je ne suis pas toujours facile de trouver les mots qu'il faut. Et on a sympathisé dans le débat sur divers points. Bon, on a même parlé beaucoup de Toulouse, puisque vous savez qu'Edgar a été quelque temps à Toulouse, à Carcassonne, où il allait voir très souvent notre grand penseur, vous avez assez oublié, mais important, Julien Benda. Et donc, c'était déjà un point d'accroche. Après, il y avait d'autres points de contact par des amis communs, Jean-Louis Pouites, que tu connais, qui était pour moi l'ami d'enfance, donc, etc. Et je pense que sa présence à Blois, justement, montrait le souci qu'il pouvait avoir, qu'il a toujours, d'inscrire sa pensée sur la complexité, sur les différents problèmes qui se posent, dans une perspective, dans une longue durée historique. Et après cette première rencontre, on a cessé d'échanger.
tous les deux, assez souvent, nous nous envoyons des petits messages. Et nous allons fortifier cette amitié. Pour moi, c'est un grand honneur et grand plaisir de pouvoir de temps en temps, je ne vais pas le harceler, il faut le ménager, et puis parce que je sais qu'il a beaucoup d'autres chats à côté. Mais voilà, et je ne voulais pas parler de ça, et Dieu m'oblige, je le fais. Oui, mais c'est parce que j'avais une question, mais ça sera la dernière sur le sujet. Est-ce que tu as gardé des traces de ces échanges épistolaires? Et pardon, Parce que ça serait toujours intéressant pour l'université Edgar Morin. il faudrait le publier, il faudrait que je fasse après, les sur le connaître, lire ouais. et à reprendre des messages que j'ai là, dans cet appareil ou sur mon ordinateur. Voilà, mais effectivement, c'est une question importante. Et on avait évoqué la possibilité un jour aussi de faire un mini-colloque ou un débat sur Jaurès et Morin, finalement, les valeurs qui ont été abordées et défendues par l'un et par l'autre. Est-ce qu'on peut les confronter? Est-ce qu'on peut les différencier? Est-ce qu'on peut trouver des contradictions aussi? C'est avec la rationnement. On pourrait effectivement aider assez vrai. Dans le même esprit, Camille, tu as été un peu nourri à la. Moi, je l'ai pas connu. Enfin, je l'ai croisé une fois aux affaires étrangères, dans le couloir. À part ça, je n'ai pas eu d'autres contacts. Mais j'ai été, oui, dans mes années de jeunesse, hein, j'ai été nourri un peu au lait de Moral, la méthode, l'esprit de la méthode que j'avais lu, que je souligne. Moi, j'ai lu beaucoup de choses d'Edgar Morin, bien sûr. Et puis la revue qu'il avait fondée, j'ai encore des exemplaires, je m'étais abonné où il écrivait, bon, il s'est arrêté, mais ce grand format là, qui était prolixité. Oui, c'était. L'écriture, Enfin bon, c'était extraordinaire, mais ouais, il n'écrit pas pour rien dire. Oui, C'est oui. toujours très important. Oui, j'ai été nourri Et là aussi, ça le rapproche de au Jaurès. lait Edgar Morin. C'est un auteur extraordinaire. Oui. Bien sûr. Je n'ai pas tout lu, mais j'ai lu certainement l'ouvrage attiré souvent par leur actualité, où il a écrit un bouquin extraordinaire sur l'Europe. Oui. Et son accessibilité, c'est important. Ça, Simplicité, effectivement. Bon, écoutez, je suis convié parmi vous, je suis heureux d'être là à l'initiative de Serge et avec l'acceptation bienveillante de Rémi. Ça sera beaucoup moins savant et érudit que l'intervention précédente. Je n'ai pas prévu de faire quelque chose qui soit proprement savant. C'est juste vous présenter une initiative. Mais peut-être en rebond un peu par rapport à ce que tu as dit, je connais mal Jaurès. Honnêtement. Ah oui. Mais dans ce que tu as dit, il y a des choses qui font écho au Mourinien que je suis. Il y a des choses qui sont peut-être un petit peu en recul par ma position ou celle de la position de Morin. Mais par exemple, l'idée du cosmopolitique, de cette dimension cosmique, elle est centrale chez Morin. Elle est vraiment centrale. Il y a dans son projet de la méthode cette idée de proposer une sorte de théorie générale de l'organisation qui conduit jusqu'à l'humanité, mais dans une sorte de continuité avec la matière, le vivant et l'humain, et qui rend cet humain en quelque sorte un microcosme du macrocosme. Il y a, là, vraiment, ça fait écho. Il y a aussi ce non-dogmatisme, ça c'est frappant chez Morin. Morin, il écoute les critiques, il respecte le propos, il respecte la personne, il dit qu'il est en désaccord avec son propos. C'est quelque chose que j'ai toujours vu chez lui. Même des fois, on est avec lui, on entend des critiques assez rudes, presque, j'allais dire, irrespectueuses, hein,
quelqu'un qui l'aime comme moi, ça semble, mais lui, il garde toujours cette civilité. Et c'est très, très frappant. C'est une des marques de son comportement, et c'est rare. C'est rare, cette accessibilité qu'il a. Ah, qui est quand même cet homme-là. Ah. Pardon. L'accessibilité qu'on peut avoir à l'égard du personnage, quiconque, il est intéressé par quiconque. Il n'y a pas du tout de distance qui soit créée, au contraire, il est dans une chaleur individuelle à l'égard de l'autre qui est remarquable. Il est attentif à de petites choses. Je crois que dans sa vie, il y a aussi une manière de vivre qui est celle de goûter le présent, être attentif aux autres. Il entend une musique dans la rue, une musique populaire, il s'arrête et il se met à chanter. Vous voyez, c'est ce genre de personnage-là. Donc moi j'ai une grande amitié pour le personnage et j'ai une passion pour sa pensée. Et c'est pour ça que j'ai lancé un petit peu cette idée de créer une université populaire Edgar Morin pour la métamorphose. Parce que ça, c'est l'ensemble de son intitulé. Pourquoi en 2 mots on a fait venir les uns et les autres Edgar Morin. Moi, je l'ai fait venir plusieurs fois dans mon université. Et chaque fois, il remplit le plus grand amphi. Et puis, il faisait une conférence, et puis les gens partaient. Et chaque fois que je le faisais venir, il faisait une conférence, les gens partaient, puis on s'est dit non, il faut changer, enfin, il faut aller plus loin. Voilà, il faut aller plus loin. Et puis, il y a une autre chose, c'est que la personnalité, ou la personne même d'Edgar Morin est très, très attirante, elle est presque magnétique, quoi. Il est toujours de bonne humeur. Oui. Il est jovial. Il est jovial, il est sympathique. Souriant. Et il parle aux gens, sans doute un peu à l'égal de Jaurès. C'est-à-dire qu'il parle à l'esprit, au cœur. Et voilà, il y a des gens qui... De l'émotion. Il y a de l'émotion, il y a de la rationalité, il y a de l'émotion. Et en même temps, cette force du personnage, si vous voulez, occulte un peu, en fait, sa pensée. C'est la figure de l'homme qui est très connue. Probablement l'un des penseurs français aujourd'hui les plus connus. Et en même temps, les gens, on leur a distribué un questionnaire lors du lancement, et une bonne partie des gens, je dirais 60% des gens, disent on est intéressé, mais on ne sait pas ce que c'est que la pensée complexe. Et alors on s'est dit, et c'est dommage, parce qu'ils viennent écouter Morin, et ils s'en vont, ils ont passé un bon moment, mais par ailleurs, ils ne savent pas vraiment. Parce qu'il intervient sur des conférences d'actualité. Alors il développe un peu des points de vue, mais on est loin. Ah oui, ça il a. Jamais de manière dogmatique. Non. Mais le point que moi je soulève, c'est ce qui est dommage, un petit peu comme Jaurès, si on demande aux citoyens qui est Jaurès, ils vont peut-être dire quelques éléments, mais qui l'aura lu? Moi, c'est un peu ça. Sauf que, bon, il y a des bouquins un peu plus grand public qui ont été lus, mais il y a un bouquin fondamental, hein, tu l'as cité, c'est la méthode. Et la méthode, c'est un truc un peu repoussoir, parce que c'est 6 tomes, c'est 2000 pages, c'est 30 ans de rédaction. Ah non, pas du tout. Il y en a dedans. Oh, à peine. Non. C'est sa qualification professionnelle. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Il a écrit ça pour quitter d'une certaine manière la sociologie parce qu'il était à l'étroit dans la discipline. Il a toujours été à l'étroit dans la discipline qu'il a embrassée. Il a embrassé au CNRS grâce à Friedman et la résistance. Et donc il a été sociologue, mais très vite il s'est lancé dans des ouvrages. Le premier ouvrage, c'est La mort. L'homme et la mort. C'est dire combien il s'inscrit pleinement dans la sociologie. C'est-à-dire qu'il est immédiatement interdisciplinaire. Et donc, c'est pas un bouquin de sociologie. Tu vois, ça, c'est révélateur. C'est un bouquin, c'est une pensée. Une pensée
alors c'est très particulier, peut-être ça c'est une des différences avec Jaurès, c'est qu'il va chercher dans la science un certain nombre de connaissances que Jaurès ne pouvait pas avoir, et se fonde un peu là-dessus, parce qu'il y a de la cosmologie, il y a de la biologie, il y a de la physique quantique, et c'est quelque chose qui n'est pas une sorte de méli-mélo comme ça, mais c'est quelque chose à partir de quoi il bâtit toute une théorie de l'organisation. Et justement, c'est l'idée de dépasser les disciplines. Hein, ça a été un point tout à fait essentiel. Donc cette méthode, elle fait peur, les gens ne la lisent pas, peu, et l'idée c'est de permettre à des gens qui sont intéressés par la pensée de Morin, par le personnage, de pouvoir la découvrir de manière plus accessible. Alors il y a des enseignements pour ça, j'en ai fait un certain nombre, j'ai un ami qui connaît bien aussi la pensée d'Edgar, on n'est pas si nombreux que ça en fait, bien connaître la méthode, qui fera les prochaines. Si ça vous intéresse et vous êtes les bienvenus, ça sera, je crois, le 6 avril. Le 6 avril, c'est le samedi. et le 4 mai. Voilà, le 6 avril. Toujours à l'université, à Alors, Hamilton. voilà. Hein, vous pouvez venir assister à cette séance d'enseignement où d'ailleurs Jean-Yves Rossignol parlera du caractère populaire de l'université, mais toujours en lien avec la pensée complexe. Donc il y a des enseignements, si vous voulez, le matin. Il y a la possibilité de les suivre à condition d'être membre par des podcasts, des vidéos. Et puis l'après-midi, parce que Vous n'avez pas un déjeuner, oui, psychonique. alors on arrive. Ou Jaurès. Oui, oui, mais absolument. Mais on a relativement peu de moyens par rapport à des associations aussi bien connues, reconnues comme la tienne. Mais bon. Le café, il n'y a pas de café. Ah, nous on est un café. Non, ici, on ne peut pas. Alors, Et d'ailleurs, comme Venez, vous vous appelez Rémi le Café Jaurès, maintenant on va reprendre. Ah, On va oui. s'appeler le Café Mouret. Et on oui, vous oui. invitera au prochain Café oui, Mouret. allez. Donc voilà, pour vous dire en deux mots, il y a ces enseignements. Le prochain, c'est donc le 6 avril, le matin à partir de 10h, à l'amphi Maury. Ça s'écrit M-A-U-R-Y. C'est presque pour elle, mais Voilà, on n'a pas matché On vous complètement. enverra ça pour mettre sur votre site pour avoir toutes les informations. oui, bien sûr. Et alors, je termine là-dessus, hein, je ne veux pas vous accabler d'informations, mais il y a l'idée aussi de travailler, pas simplement à l'appropriation intellectuelle de la pensée, ou personnelle de la pensée, mais que cette pensée serve aussi dans l'action. Qui a débouché. Voilà, qui a débouché. Hein, parce que Morin n'est pas un leader politique, il ne peut pas. Mais, Un inspirateur. voilà, c'est ça. Hein, il a beaucoup inspiré, je pense qu'il inspire beaucoup. Et si les gens, c'est le pari, hein, si les gens connaissent mieux sa pensée, ça sera une manière de les aider, c'est en tout cas une conviction. C'est pas l'alpha et l'oméga de l'action, mais c'est des ressources réelles. Ouais, une étincelle, ou même une méthode, le mot est trop fort, une orientation, une grille de lecture, des principes d'action. On peut tirer de la pensée de Morin des principes d'action. On ne tire pas de recettes, ça c'est évidemment contre l'esprit de Morin. On peut tirer des principes d'action. Et alors l'idée, c'est de faire travailler des gens sur des thématiques qui les intéressent. D'abord dans ce qu'on a appelé des groupes de recherche-action, sur différentes thématiques environnementales, éducationnelles, sanitaires, santé, etc., territoriales, ou un autre groupe dont fait partie Serge, imaginer les futurs. Bon. Et l'idée, c'est que ces petits groupes, alors là on est dans des formats de 10 à 15 personnes, échangent, créent entre eux des relations, se connaissent, et peu à peu s'emparent de la pensée complexe sur une thématique, avec l'idée d'arriver à des projets. Des projets qui s'inscrivent dans ce que nous on appelle avec Morin la métamorphose. En tout
cas une métamorphose. Parce que l'idée, C'est pas Kafka. non, c'est pas Kafka. Je sais pas. Non, non. Mais métamorphose, celle-là, elle cherche la joie. Parce que peut-être une des différences avec ton propos, c'est, même si tu as insisté à la fin sur les enjeux aujourd'hui, on aurait une tonalité plus grave et plus dans les formes d'impasse. Et la métamorphose fait référence à ça. On a le sentiment, en tout cas, qu'à bien des égards, on est dans des impasses. Et l'idée, c'est qu'on est aussi dans ces impasses pour des tas de raisons, mais aussi parce qu'on réfléchit d'une certaine manière. Et la pensée complexe, c'est un peu l'idée aussi de réfléchir ou de tenter de réfléchir autrement. À partir alors, je ne vais pas vous faire un truc sur la pensée complexe, mais il y a une manière de penser qui est différente. Vous avez des questions? Profitez-en. Alors, juste sur le plan pratique, tant que les questions arrivent, donc comme l'a indiqué Pascal, c'est un samedi par mois. Donc effectivement, en mai, ça sera le 4 mai. Alors le 6 avril, le 4 mai et le 8 juin. Donc vous enverra les informations que vous aurez via le site. Et donc je rassure Rémi, puisqu'entre les conférences du matin et les groupes recherche-action l'après-midi, donc ça dure en gros de 10h à 17h avec un accueil café à 9h30, on fait auberge espagnole. Entre midi et deux, de façon à pouvoir se restaurer et avoir des échanges. Voilà. Et concernant les prochaines conférences, celle du mois d'avril, donc c'est Jean-Yves Rossignol, je te laisse le présenter, peut-être qu'il y a un de tes collègues à l'INPT. Oui, Jean-Yves Rossignol, si vous voulez, c'est celui qui a créé, je ne sais pas si vous connaissez une des formations sur justement l'écologie en général et la prise en compte des contraintes écologiques. Ça s'appelle le Master Éco-Ingénierie, qui est à l'INPT, qui accueille aujourd'hui 50 personnes, pratiquement tous sont des ingénieurs, souvent en reconversion, des fois des jeunes ingénieurs en spécialisation, avec l'idée de les former à l'éco-ingénierie. C'est lui qui a créé cette formation, il connaît très bien la pensée complexe, et il fera les 3 prochaines interventions. C'est ça, exactement. Et le samedi 8 juin, ce sera un peu particulier, puisqu'on fera un bilan de l'année, et donc avec un moment un peu plus festif que l'auberge espagnole. On vous enverra le lieu, l'adresse, Université Toulouse-Capitole, à l'Archimerie, et vous êtes Le 8 juin, nous, on risque de pas pouvoir venir parce qu'il y a l'inauguration d'un parcours campagnard de Jaurès à Pampelonne, à côté de Carmaux, où on sera invité. Je me suis déjà engagé à y aller. Alors, moi, je ne pourrais pas, mais vous pouvez choisir. Contradictoire. J'avais encore oublié de mentionner ça. Les parcours, cette année, on va essayer de lancer aussi le parcours en ligne. Presque plus. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, vous avez besoin de compléments d'information, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on est une centaine d'adhérents. Il y a un assez bon taux de présence. On tourne à 70-80%. Voilà, avec une très grande mixité socio-professionnelle. Oui, parce qu'il y a des étudiants, d'une part, quelques-uns. Il y a aussi des retraités, mais il y a aussi des soignants, des enseignants, des agriculteurs, des artisans, pas mal d'artistes aussi, ce qui nous aide beaucoup pour faire des représentations artistiques de nos travaux. Voilà. Au revoir, merci. Et à vous dire bientôt. Merci bien les autres.